Alors je vous remercie, Monsieur Beckmayer, de m'avoir invité. Je suis d'autant plus touché de votre invitation, c'est qu'il y a 8 mois, j'ignorais le NADH. Donc je vais vous parler d'une expérience récente. Alors sur ce schéma, vous avez les cathédrales, la cathédrale de Rouen, peinte par Monet. Monet est le maître de l'impressionnisme, et donc le maître de l'impressionnisme de la Normandie viennent saluer Salzbourg et Mozart. Alors, je vais vous montrer le plan de mon exposé. Mes références scientifiques, en particulier l'effet Warburg et le docteur Gernez qui parle de l'hormone de croissance. Nous avons longuement parlé de l'hormone de croissance. Je vous parlerai de la courbe de Collins, le métabolisme de la cellule normale et cancéreuse, et enfin le régime cétogène. Puis nous verrons ma démarche, mes outils et ma pratique. Le métabolisme de la cellule cancéreuse, nous en avons longuement parlé tout au long de la journée, et Otto Warburg a eu l'idée en 1920 de parler de la dérégulation du métabolisme. Pour lui, un problème de cancer avait comme cause première le remplacement de la respiration de l'oxygène dans les cellules normales de l'organisme par la fermentation du sucre. Otto Warburg a eu un prix Nobel. Ensuite, on parle de la cause à une preuve, c'est le docteur Gernez qui a parlé du protocole de prévention active du cancer. Alors il a fait cette expérimentation sur des rats, il a parlé de la théorie des cellules souches, on a parlé de la courbe de Collins, de l'intérêt d'une restriction alimentaire, quantitative et qualitative, et enfin, le rôle majeur de l'hormone de croissance. Donc voilà l'effet Warburg, schématisé ici, avec la cellule saine. Ça marche? Vous voyez à gauche une cellule saine, le glucose qui pénètre la cellule, et ce glucose dans la cellule est transformé en produit intermédiaire par une glycolyse aérobique. C'est une respiration normale. Cette glycolyse amène au pyruvate, et tout le pyruvate pénètre la mitochondrie pour donner, pour une molécule de glucose, 36 ATP, mais j'enfonce une porte ouverte. La cellule cancéreuse, elle, a une avidité immense pour le sucre, donc vous voyez que la flèche du glucose est beaucoup plus importante. Ce glucose dans la cellule tumorale va subir toute une phase de relais de produits intermédiaires, donner quelques acides aminés, et va donner du pyruvate. Mais l'essentiel du pyruvate va se transformer en acide lactique, et très peu sur la mitochondrie qui ne fournira que 2 ATP. L'hormone de croissance, expliquée par le docteur Gernez, c'est la régulation de l'axe somatotrope. Donc vous avez l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse, de l'hypophyse sort l'hormone de croissance, GH, qui au niveau du foie se transforme en facteur de croissance. Ce facteur de croissance permet le renouvellement de nos cellules, de l'accroissement de notre taille, et une fois que la régénération cellulaire tissulaire est faite, il y a un feedback et il y a un rétrocontrôle négatif du facteur de croissance. Bien, ça c'est un état physiologique normal. Lorsqu'il y a, à côté de l'hormone de croissance, par un phénomène de nutrition non réglé, un hyperinsulinisme, vous savez que l'insuline est un facteur de croissance, et vous savez certainement que l'insuline
et le facteur de croissance ont le même site sur la cellule, le récepteur. Ça veut dire que lorsque vous avez l'hormone de croissance en présence d'un hyperinsulinisme, vous avez un décuplement du facteur de croissance. Et là, il n'y a plus de rétrocontrôle possible. Et vous entrez dans ce qu'on appelle un clone. Phénomène inflammatoire, plus, bien entendu. L'approche conventionnelle. Monsieur, est-ce que vous pourriez faire un truc qui faut que le rouge là marche? Je ne sais pas comment ça. Comment ça marche là? Ah, c'est là? Merci. Voilà. Vous avez donc. Ah, pardon. Voilà. Vous avez ici une courbe avec les deux axes, et vous avez ici le nombre de cellules. Donc vous avez 10 puissance 0, 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Quand on est à 10 puissance 12 cellules, malheureusement, le décès est inéluctable. Vous avez ici le stade du précancer, microscopique, macroscopique, le stade du cancer au stade infraclinique, et enfin le cancer avec les premiers symptômes. Usuellement, ce premier symptôme, nous sommes déjà à un stade de 10 puissance 9 cellules. Or, quand vous êtes au stade de 10 puissance 6 cellules, la somme des cellules à l'intérieur de la tumeur est globalement égale à la somme des cellules qui font la coque. Ça veut dire qu'à 10 puissance 6, le corps est encore capable, par homéostasie, de réguler et d'éliminer ce corps étranger. Au-delà de 10 puissance 6, 10 puissance 7, 10 puissance 8, 10 puissance 9, le phénomène est inéluctable spontanément. Et regardez, il faut X années pour faire un diagnostic. C'est-à-dire que nous allons faire une palpée du sein, nous allons faire un palpé abdominal, bref, les symptômes vont apparaître fréquemment au stade de 10 puissance 9. Peu d'éléments radiologiques, peu d'éléments biologiques nous permettent de faire une découverte tumorale au stade de 10 puissance 6 cellules. Je vous en prie. Finalement, c'est prélever un diagnostic précoce. Non, c'est une chance immense de faire un diagnostic précoce. Si on prend 10 puissance 6 cellules. Alors, si on prend 10 puissance 6 cellules, ici, par la théorie du docteur Gernez, on a une régulation possible et le corps est capable d'éliminer ce corps étranger. Au-delà de 10 puissance 6, 10 puissance 7, 10 puissance 8, l'homéostasie ne peut plus agir. Et le cancer avance inexorablement. J'ai répondu à la question? Avec plaisir. Le problème est donc que nous sommes souvent dans le cas où nous arrivons à un diagnostic tardif. Tout l'intérêt est donc d'essayer de trouver soit un examen biologique, clinique, performant, qui puisse permettre de développer, pardon, je suis devant vous, qui puisse permettre de développer ce diagnostic préalablement. Donc la théorie du docteur Gernez, c'est de dire, mais nous avons tous des cellules tumorales en nous. Bien entendu, nous en avons tous. Pour autant, nous ne faisons pas de cancer. Eh bien, si nous avions la possibilité, par une restriction alimentaire chiffrée, calibrée, exécutée de façon annuelle ou périodique, nous réduisons ce phénomène inflammatoire et nous réduisons ce phénomène
le risque tumoral. Voilà l'idée du docteur Gernez, que je trouve absolument remarquable. Ici, vous avez deux médecins, c'est Yvon Le Mao, comme son nom l'indique, c'est un breton, et qui va sur la banquise et il observe des manchots. Alors il voit ces manchots. Ces manchots, qu'est-ce qu'ils font? Monsieur et Madame Manchot fabriquent un œuf. Madame Manchot est un peu fatiguée après cette grossesse. Elle va donc sur la banquise, hop, elle plonge et elle se nourrit de petits poissons. Elle se refait une santé. Pendant ce temps-là, Monsieur Manchot reste sur la banquise et va couver l'œuf pendant 2 mois, sans se nourrir. Je dis bien, pendant 2 mois, il ne se nourrit pas du tout. Ça veut dire que M. Manchot va puiser dans ses graisses de réserve de quoi se nourrir pendant 2 mois. Donc il a un calibre comme ça, au bout de 2 mois, effectivement, il a maigri. Mais au bout de 2 mois, une alerte hypophysaire, il retourne sur la banquise et va se nourrir à nouveau pendant que Madame Manchot revient. Ça, c'est une expérience clinique. Et si ça existe chez les manchots, vous imaginez bien que ce phénomène peut se faire chez tous les animaux. Ce n'est pas réservé aux manchots et à l'autre, ça se fait chez tous les animaux. Et donc, Walter Longo, italien d'origine, américain, fait des études et montre que le génome de la cellule normale peut se nourrir de graisse. On vient de voir l'expérience avec le manchot. Alors que le génome de la cellule tumorale ne peut pas se nourrir de graisse, il ne sait pas se nourrir de graisse. Et voilà une voie thérapeutique extraordinaire. Pourquoi provoquer l'acétose? Et là, la réponse, elle est ici. Vous avez un tissu tumoral, vous avez un cancer, vous avez un cancer ici, à gauche, voilà, avec une belle tumeur, et puis le cerveau, les muscles, enfin, tout ce que vous voulez, tous les organes. Si votre cancer est abreuvé de sucre, vous savez que la cellule tumorale a une avidité majeure pour le sucre. Donc tout le sucre va aller vers la tumeur. C'est bien l'explication du PET scan. D'accord ? Préférentiellement, le sucre va sur la tumeur. Et du coup, le cerveau, les muscles n'ont plus rien pour se nourrir. D'où cachexie, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Bien. Au contraire, si ce même patient a une alimentation avec des acides aminés ou des lipides, eh bien, comme il n'y a pas de sucre, la tumeur n'est pas nourrie. Il n'y a pas de sucre pour la tumeur. Mais du coup, comme les autres cellules normales sont capables d'assimiler les graisses, eh bien, le cerveau fonctionne très bien. Les muscles fonctionnent très bien. Autrement dit, devant un cancer, ma première démarche est de proposer une restriction en sucre. Donc ma démarche, médecine intégrative et individualisée, et je vais parler de mes 4 piliers. Le domaine psychologique, l'activité physique, le comportement alimentaire et enfin ce que j'appelle les guidances. Voilà ce que j'appelle une médecine intégrative et individualisée. En France, il est impossible, une néglige, de prendre un patient sans suivre un traitement conventionnel. Alors je respecte la loi. Et donc le patient reçoit son traitement conventionnel. Chimio, radio, etc., chirurgie. Mais je propose à ce patient un abord psychologique.
mettant en valeur ses qualités et ses projets. Je propose une activité physique adaptée, bien entendu. Je propose un comportement alimentaire, quelques guidances thérapeutiques et enfin un suivi avec une prise de sang dont je vous parlerai dans un instant. Le premier pilier. Il est très curieux dans notre civilisation judéo-catholique de constater combien nous sommes dans un climat de culpabilité. C'est impressionnant. Nous sommes en culpabilité en permanence. Si je vous demande, Madame, donnez-moi vos qualités, vous allez m'en dire 3. Si je vous demande mon défaut, vous allez m'en mettre 5. Nous sommes tous dans un phénomène de culpabilité. Or, comment voulez-vous, en étant en stress permanent, pouvoir répondre à une approche tumorale si on n'est pas en paix? Toute l'approche, donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, mais tout ce que je demande aux patients, c'est qu'il m'écrive, il ne me dit pas la réponse, mais il m'écrit sur un papier, il le garde pour lui, c'est son affaire, ses qualités, ses projets. Et puis, pour qu'il devienne positif. Il s'agit de lui faire comprendre qu'il est intégré dans une approche globale et holistique. Donc, je lui fais suivre le conventionnel, le traitement conventionnel, et je lui propose une démarche. Il est donc indispensable qu'il y ait une implication du patient. Sans son implication, ça ne sert à rien. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Toute la littérature montre l'intérêt du suivi d'une activité physique. Alors cette activité physique, vous savez très bien qu'il y a une relation entre le poids et le cancer. Donc quand on propose une activité physique régulière, quotidienne, ça peut commencer par 3 minutes, puis on va monter progressivement au fur et à mesure. Ah mais là, je ne peux pas, enfin, etc. Non, il faut proposer vraiment. Mais si vous voulez proposer ça, il faut le faire vous-même. Si vous voulez être crédible, il faut le faire vous-même. Donc, proposer une activité physique, bien entendu, en respectant l'indice de masse corporelle, ça vous le savez bien, ça réduit la taille, l'adiposité, etc. Vous savez l'intérêt de l'activité physique sur les hormones sexuelles. Vous savez l'intérêt de l'activité physique sur le métabolisme de l'insuline, diminution de l'IGF, donc diminution du facteur de croissance, c'est quand même extraordinaire. Et puis, vous allez avoir l'inflammation, l'activité sur l'inflammation et les adipokines. Nous avons parlé du TNF-alpha, de l'interleukine 6, et nous allons voir que tout ceci se normalise. Et enfin, il y a une montée de la vitamine D. Troisième pilier, donc premier, en psychologique. Le deuxième, l'activité physique. Le troisième, c'est le pilier, c'est le comportement alimentaire. Donc vous faites un changement de comportement alimentaire, qualitatif et quantitatif. Qualitatif, c'est le phénomène des intolérances alimentaires. C'est extraordinaire quand vous demandez ces d'intolérance alimentaire, des résultats surprenants que l'on peut avoir. Sans le savoir, vous avez mangé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans des blancs d'œufs et vous êtes totalement intolérant, alors vous n'étonnez pas d'avoir une inflammation chronique. Je reviens toujours sur le phénomène de l'inflammation chronique. Même chose pour le lait, même chose pour les céréales. Et comme par hasard, les 3 éléments les plus fréquents intolérés, c'est les protéines, les céréales, ensuite le lait et ensuite le blanc d'œuf. Alors ça, c'est parti, mais c'est vraiment le phénomène important. Et ceci entretient une inflammation chronique. Le deuxième, bien entendu, c'est l'arrêt du gavage sucré. Et comme je vous disais, chère madame, que c'est difficile de changer un comportement alimentaire, sachant que nous avons été gavés de sucre en permanence. Bien entendu, le respect de la masse corporelle. Ce changement de comportement alimentaire, il peut le faire avec une périodicité annuelle, séquentielle,
En tout cas, lors d'une chimiothérapie, durant un mois ou sortir de l'hiver, un carême, 15 jours, un mois, une semaine, en fonction de ce que chacun est prêt à faire. Le but de tout ça, c'est de surtout pas embêter le patient, c'est de stopper l'hormone de croissance. Donc si vous stoppez l'hormone de croissance, si vous arrêtez l'hyperinsulinisme, eh bien vous diminuez le facteur de croissance. Voilà, c'est tout simple. Cette notion de curseur dans le comportement alimentaire, à tous les patients que je vois, dès que je trouve qu'il y a une inflammation intestinale, je propose un comportement alimentaire avec un index glycémique bas, type paléolithique, etc. Tout ça. Dès qu'il y a un problème un peu plus compliqué, je propose une cétose exogène, c'est-à-dire suppression de tout apport sucré, fruits compris. C'est pourquoi je ne suis pas en accord avec les méthodes de Bruce, qui est très intelligente, mais comme il y a un apport de sucre par les fruits, je trouve que c'est malheureusement pas suffisamment efficace. Donc, je propose une suppression de tout apport sucré dès qu'il existe un cancer, et je fais des cures pendant un mois, 15 jours, ce que le patient peut faire. Et enfin, il y a une cétose endogène, c'est-à-dire le jeûne hydrique. Ce jeûne hydrique, c'est l'apport strict de bouillon de jus de légumes, seul, que je propose dès qu'il y a une chimiothérapie, la veille et le jour J. Ou, si le patient accepte ce jeûne hydrique, vous l'encadrez sur plusieurs jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours. Mon expérience avec un patient a été de 30 jours, toujours en respectant l'indice de masse corporelle, bien entendu. Voilà ce que propose la restriction alimentaire sur une cellule normale. Sur une cellule normale, je vous ai dit, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sucre, et la cellule normale se nourrit parfaitement d'acide gras. Cet acide gras va pénétrer au niveau de la mitochondrie. L'acétylcoenzymat, le cycle de Krebs avec la phosphooxydation vont provoquer de l'ATP absolument. Vous savez qu'une molécule de glucose donne 36 ATP. Vous savez qu'une molécule de corps cétonique donne 48 ATP. Donc, aucune crainte si on ne mange pas de sucre. 48, c'est important. Hein? Tout autre, c'est la cellule tumorale. Elle, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucose. Le seul avantage, c'est que le facteur de croissance se diminue, puisqu'il n'y a pas d'apport de sucre, il n'y a pas d'hyperinsulinisme. Mais comme elle ne sait pas se nourrir de graisse, eh bien ici, il y a la mort de la cellule. Je fais très court parce que ce matin, la biologie a été remarquablement expliquée, donc je ne vais pas revenir dessus. Le quatrième pilier, c'est ce que j'appelle les guidances. Alors, vous avez compris, depuis 20 ans, je me passionne pour le suivi des cancers en soins de support, et j'ai bien compris que ce n'est pas une molécule d'endoxan ou de FEC ou de taxotere, etc., seule qui guérira le patient. Donc je lui propose un apport psychologique, un apport physique, un comportement alimentaire et maintenant des traitements. Ce sont mes guidances. Donc je propose de la phytothérapie, des traitements de biomodulation, je vais vous en parler dans un instant, des remèdes homéopathiques en fonction du répertoire de Kent. Je vais faire un ISO des produits de chimiothérapie, c'est-à-dire que quand le patient va subir taxotere FEC, je lui fais faire un ISO de ces deux produits, je lui montre en dilution homéopathique, et de façon hebdomadaire, je lui donne ces produits. Ce qui fait que la perte de cheveux est moins conséquente, il y a moins de fatigue, etc. Ensuite, bien entendu, je vais utiliser des facteurs de croissance en dilution homéopathique très élevés. Et j'arrive aux produits métaboliques. Encore une fois, je ne connaissais pas le NADH il y a 8 mois.
mes outils. L'analyse protéomique, c'est ce que je voulais annoncer, et les traitements de biorégulation, de la phyto, de l'homéo et l'approche métabolique. Voilà une prise de sang qui est très particulière. Cette prise de sang, c'est l'analyse du sérum du patient mis dans 56 petits tubes avec des réactifs différents. Le sérum et le réactif donnent un floculat. Ce floculat est analysé par un capteur optique et en fonction de la densité de cette floculation, j'ai une courbe soit à droite, soit à gauche. Et en plus, vous avez des facteurs des glycoprotéines, vous avez des facteurs des bêta-lipoprotéines, vous avez des facteurs des immunoglobulines et les tests violets qui sont les tests membranaires. Donc, la situation de ces réactifs sur la courbe, la couleur des réactifs sur la courbe, vont me permettre de faire un diagnostic à côté de ce que je connais. C'est-à-dire qu'on m'amène un patient, 99% des patients que je reçois, j'ai les diagnostics, ils viennent avec les diagnostics. Donc je confirme le diagnostic, mais ce qui est très intéressant, c'est exactement comme une sclérose en plaques. Docteur, je viens vous voir, j'ai une sclérose en plaques. Bon, très bien. Alors j'applique le traitement stéatosensique conventionnel, oui. Mais il y a 36 formes de sclérose en plaques. Il y a 36 stades de sclérose en plaques. Et bien dans le cancer, on va vous mettre taxotère fait, point. Non, là je vais affiner le stade où le patient se trouve. C'est-à-dire qu'en fonction des paramètres qui vont être à droite et à gauche, je vais voir s'il est très très en stade inflammatoire ou s'il est en stade immunitaire très développé. Donc, diagnostic, et puis surtout, migration des paramètres, c'est-à-dire que je vais faire une surveillance. Je vais commencer, un premier bilan, un temps T, 3 mois, 4 mois après, je redemande un bilan, et en fonction de la migration de ces paramètres, je vais voir si ce patient s'aggrave ou peut-être qu'il s'améliore. Mais c'est un support biologique. Je ne suis pas en train de dévisser les ampoules ou d'invoquer qui que ce soit. C'est un support biologique crédible, fiable. Troisième intérêt de ce bilan, c'est qu'il y a un traitement qui est proposé, c'est le versant thérapeutique ici, avec une biomodulation végétale, minérale, aromatique, tissulaire et des antifractions qui sont l'utilisation ici des paramètres très réactifs. Deuxième traitement que j'utilise, c'est la phytothérapie. Donc en fonction d'un traitement de chimio de radio, en fonction d'une guidance héroïdienne, en fonction d'une dysbiose intestinale, je vais donner de la scutellaire, du nacitrus, et puis s'il y a de la chimio, je vais donner de la célordine, s'il y a de la radiothérapie, je vais donner du G-Calis, s'il y a un problème stéroïdien, je vais donner du brocoli, s'il y a un cancer du poumon, je vais donner du Synthea, s'il y a une hypervascularisation, je vais donner du VEGF, et s'il y a du Lapacho, dyspepsie, je vais donner du Lapacho. L'homéopathie me sert de façon très importante, et vous retrouvez ici la fameuse hormone, ici, la fameuse STH, ici, que je vais utiliser systématiquement 3 granules par jour. À ce traitement d'homéopathique, je vais ajouter, en cas de cancer hormonal, FSH, IGF, vous connaissez tous ces facteurs de croissance. Chez l'homme, bien entendu, FSH et LHRH. Pour un cancer épithélial, peau, tube digestif, glande, EGF. Côlon, rectum, poumon, pancréas, cerveau, EGF, IGF. Cancer thyroïdien, TSH, et iodome. Voilà comment j'utilise l'homéopathie. Maintenant, grâce à vous, M. Beckmeyer, je vous ai rencontré
un IPSN à Paris, au parc de Vincennes, et vous avez, comment vous dire, ouvert un autre champ des possibles. Et donc, j'ai travaillé avec mon maître, le professeur Michel Massol, sur le NADH. Et je vais synthétiser en 3 slides ce que j'ai compris du NADH. Donc je n'ai pas scientifique, je suis clinicien, je sais palper un patient, je ne suis pas biologiste. Mais j'ai compris les choses suivantes. Le NADH a un rôle au niveau du cytoplasme. Ce rôle au niveau du cytoplasme, c'est que la production de NADH entraîne une atténuation de la grosseur de la tumeur et un ralentissement de la grosseur tumorale. Ce NADH favorise la réversibilité lactate-pyruvate. Et ça, c'est fondamental. Je n'ai jamais vu jusque-là un phénomène de réversibilité. S'il y a une trace d'oxygène, vous avez une possibilité de réversibilité lactate-pyruvate. Et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, c'est un très puissant antioxydant, précurseur du glutathion. Et ça, je l'ai mis pour me faire plaisir. C'est la synergie d'action du NADH et du comportement alimentaire de la cétose. Et c'est là que vous trouvez qu'il y a 48 ATP pour une molécule de corps cétonique, alors qu'il n'y en a plus que 36 pour une molécule de glucose. Ça, c'est l'action au niveau du cytoplasme. Au niveau de la mitochondrie, le NADH contribue à la régression tumorale du cancer qui concerne une certaine activité phosphooxydation. C'est le cas du cancer du sein, c'est le cas du cancer de l'ovaire, et puis c'est un producteur d'énergie qui contribue à la meilleure utilisation de l'ATP. Et je crois qu'on a eu suffisamment de schémas pour ça. Troisième point, troisième possibilité du NADH. Donc, 1, le cytoplasme, 2, la mitochondrie, 3, le génome. Le NADH module l'expression génétique de l'ADN nucléaire et mitochondrial et possède des séquences favorables contre le cancer, c'est ce qu'on appelle l'effet circuit. Le NADH favorise le rôle du suicide cellulaire, dont vous parliez tout à l'heure, madame. Il réduit la prolifération cellulaire par inhibition des facteurs nucléaires NF-κB et HIF. Ceci par l'activation de polyphénols, par exemple le resveratrol. Et enfin, la ribosylation permet la réparation des acides nucléiques ADN, ARN, endommagés par les effets exogènes de la chimiothérapie, par exemple. Donc voilà la nutrithérapie d'une cellule cancéreuse. Ce schéma est très fourni. Ce que je vous demande de suivre, c'est le NADH qui est ici. Et vous voyez que le NADH ici va avoir une action entre le pyruvate et la mitochondrie, favorisant la pénétration du pyruvate. Que ce NADH va avoir une action... Voilà. Que ce NADH a un rôle ici entre lactate et le pyruvate, d'où la réversibilité possible. Et je n'ai pas su faire, puisque le schéma était trop court, trop chargé, mais vous imaginez volontiers une courbe qui va du NADH jusqu'au numéro nucléaire, mais comme le schéma était un peu lourd, je ne l'ai pas marqué. Mais vous retenez bien 3 actions, cytoplasme, mitochondrie et noyau. 4e point, c'est ma pratique. Donc c'est ma guidance thérapeutique adaptée au stade évolutif. Voilà le schéma de base que j'utilise quand un patient a un cancer. Qu'est-ce que je fais? Systématiquement, la première heure de consultation, c'est de mettre en place le comportement alimentaire adapté. Soit IGVA, soit cétose exogène, alternée, soit cétose endogène, etc. Ça, c'est une question de la gravité du cancer. Deuxièmement, je fais toujours bien entendu une évaluation homéopathique de ce patient, avec mon répertoire de Kent. Je vais faire une prise de sang, au
premier stade. Là, je demande une prise de sang très complexe, et dès que j'ai les résultats, je vais donner les remèdes de biomodulation, d'antifraction, d'organothérapie. J'utilise tout de suite les facteurs de croissance en fonction de l'organe touché. Et puis, j'ai ajouté une approche métabolique, NADH et vitamine C. Je n'ai pas encore suffisamment d'expérience sur la vitamine C, donc je ne vous en parle pas. C'est la réaction de Fencom, déjà je l'ai appris il y a 30 ans. Ensuite, j'utilise la phytothérapie avec le SQTA, crucibron, la pachot, etc. L'activité physique et puis le soutien psychologique. Alors, je vais vous montrer maintenant mon cas. C'est moi. Et dans ce cas, je suis donc un patient qui a un rhumatisme inflammatoire, HLA-DR1. Je suis suivi régulièrement par mon bilan protéomique que je vous ai montré à l'instant. Et grâce à ce bilan, je découvre mon cancer de la prostate à un stade extrêmement précoce. Je suis à 10 puissance 6-7. Donc un stade vraiment, j'ai de la chance. Voilà ce que me donne la courbe du patient. Donc là, j'ai 50 ans, 60 ans, et vous voyez les paramètres inflammatoires, qui sont très très développés. J'ai mal, vous voyez. Ça, c'est les paramètres inflammatoires. Ensuite, je mange mal. Mes paramètres biologiques, métaboliques, lipidiques sont notés. Ensuite, ici, j'ai des désordres endocriniens. Et ici, j'ai déjà, au niveau de l'intestin, une dysbiose intestinale. J'ai déjà un ventre de sénateur. Bien, j'ai rien contre le Sénat. Je fais donc une cure de jeûne, quelques temps après, et regardez. Ici, vous avez les paramètres inflammatoires, les paramètres métaboliques, les paramètres immunitaires et les tests ici tissulaires. Regardez le changement ici et ici, après une cure de jeûne, de 8 jours. C'est quand même extraordinaire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai réduit le phénomène inflammatoire. Voilà. Ça, c'est passionnant. Rien qu'avec une cure de jeûne, je n'ai pas beaucoup prendre de moi-même. Mais, regardez, il demeure ici un pic. Pardon. Vous voyez? Là, les tests verts sont complètement corrigés, les tests métaboliques sont corrigés. Demeurent ici des tests bleus et des tests violets. Bon, très bien. Je continue mon existence. Et là, regardez, ici, vous n'avez plus de paramètres verts. Vous n'avez plus de paramètres rouges. Vous avez juste ici un paramètre immunitaire et ici une dysbiose intestinale. Et hop, regardez, je découvre à nouveau ici un pic vert. Ah, la migration du paramètre. Il tient à quelque chose. Or, dans ce schéma, ici, vous voyez qu'il y a toujours les tests immunitaires. Ici, je ne sais pas que d'où il est là. Et donc, je me dis, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc, je fais faire mes dosages de PSA, etc. Je me fais mettre un doigt dans le derrière. Je vais faire une échographie, je vais faire un IRM, et tout ceci me confirme que j'ai un cancer de la prostate. Je vais donc faire une biopsie, je suis Gleason 7, c'était la plus 3. Bon, le cancérologue qui me suit me dit, bon, Thierry, on donne rendez-vous dans combien de temps? Clinique. On se calme. J'essaye, avec mes moyens, de limiter cette affaire. Peut-être faudra-t-il passer à la chirurgie ou les autres traitements, mais
laissez-moi le temps d'essayer. Il me considère responsable et me laisse tranquille. Donc voilà, je découvre, j'ai 68 ans, 69 ans, je découvre que j'ai un cancer de la prostate uniquement parce que, aucun signe clinique, hein, bien entendu, aucun signe clinique. Mon père mon père n'est pas mort de ça, mon grand-père non plus, etc. Donc c'est moi qui l'ai. Donc, je découvre que j'ai un cancer de la prostate, je mets en place un traitement. Bien entendu, une cétose. Donc, j'ai toujours une correction intéressante des paramètres verts, des paramètres rouges et des paramètres violets qui s'améliorent. Demeure toujours ce paramètre bleu. Bien. Je fais ce traitement et j'y ajoute une phytothérapie. Donc, je suis grosse, QTA, etc. Bon. Et voilà ce que ça donne. J'arrive ici, j'ai 69 ans, 60. Et là, j'ai ajouté le NADH. C'est-à-dire que entre cette courbe-là, où je donnais une surveillance, je faisais une surveillance de cétose, une phytothérapie, je suis arrivé à ce traitement. Donc ça, c'est le résultat d'une cétose et de la phytothérapie. Et regardez, dès que je mets le NADH, au bout de 6 mois de NADH, il n'y a plus rien. Je revois le cancérologue, qui me remet un doigt dans le derrière, qui me dit « Thierry, je n'ai jamais vu ça ». Donc, je refais une biopsie de la prostate en septembre-octobre. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce traitement, j'ai eu la chance, grâce à ce bilan informatisé et grâce à la migration de ces paramètres, de découvrir que j'avais un cancer et que j'ai pu utiliser la cétose, oui, la phytothérapie et surtout ce NADH. Dankeschön.